Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui on va parler de la suite de l'émission que nous avons enregistrée avec Johan Kirchmann. Et je voudrais revenir sur quelques sujets, notamment comment parler à chacun plutôt qu'à tous. Et oui, parce que souvent on ne fait pas la différence entre parler à chacun plutôt qu'à tous. D'oser vraiment impliquer les autres pour obtenir des résultats. En gros, qu'est-ce que ça veut dire coopérer ou qu'est-ce que ça veut dire collaborer? De l'intérêt de créer des quick wins, c'est-à-dire des résultats rapides qui permettent de générer de l'enthousiasme ou de l'envie. De la notion de destin et d'humilité dont nous parle Johan, qui semble être une quête sans fin d'amélioration pour lui. Ou bien de se connaître physiquement et mentalement pour réussir ces challenges. Et puis on va aussi aborder comment oser rêver plus grand que soi, d'oser impacter, garder un haut niveau d'exigence qui permet d'atteindre des objectifs qui sont peut-être inatteignables au départ. Et on parlera de la compassion, de la compassion qui permet d'espérer le meilleur de l'autre plutôt que le pire. Et puis en dernier, on trouvera un moyen de parler de sa place. Comment on trouve sa place, son rôle, sa fonction dans un groupe, dans un projet. Et puis évidemment, je vous raconterai un conte que j'aime beaucoup qui s'appelle Les rejetons de Lombu. Alors on va commencer d'abord avec 2 citations et je reviens sur celle de Boris Vian qui dit « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. » Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. Et puis une autre citation que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui qui est « Croyez en vous et un jour viendra où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous. Croyez en vous et un jour viendra où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous », nous disait Cynthia Kersey. Alors, pourquoi parler à chacun, à chacune, plutôt qu'à tous ? Eh bien, je dirais simplement que quand on a une vue globale des choses, on a tendance à parler à tous. On a tendance à parler à une famille globalement, comme si tous les enfants étaient identiques. Quand on parle à un groupe, bien que ce soit vos employés ou des collègues, eh bien on les met dans le même paquet. Et en fait, ça suscite souvent du rejet. Tous les rebelles de la salle se sentent incompris. Et en partie parce que, effectivement, vous faites des généralisations. Et les généralités, évidemment, ne sont pas justes, elles ne sont que des moyennes. Donc il faut utiliser ces mots avec précaution quand on utilise un mot qui englobe tout le monde. Et dans le processus de motivation, dont on va dire que le sujet principal aujourd'hui pourrait être ça, la motivation, eh bien on peut s'apercevoir que c'est un système démotivant. Chacun a besoin d'être reconnu pour ce qu'il fait et pas pour ce que l'ensemble du groupe a fait, même si parfois, évidemment, dans une victoire commune, on peut féliciter le groupe. Mais c'est important aussi de féliciter individuellement. Et ça, c'est une difficulté qu'on peut avoir. Et ensuite, on pourra avoir des difficultés à impliquer dans le processus de la motivation. Le premier point, c'est l'acceptation, c'est valider les gens. Et les gens qui ne sont pas validés se sentent rejetés, en conséquence de quoi, naturellement, ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes,
voire même, comme les gens qui sont rejetés, ils passent leur temps à revenir vers vous et vous les rejeter à nouveau parce que vous n'êtes pas bien avec leur insistance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc c'est insupportable pour les deux parties. Donc osez parler à chacun. Osez parler en regardant les gens, en prenant le temps de savoir ce qui leur convient. Donc c'est aussi bien dans une conférence que dans un entretien tête à tête. Ne parlez pas de ce que font les autres, parlez surtout de ce que fait l'autre, celle qui est devant vous, la personne qui est devant vous. Alors pourquoi on devrait impliquer les autres pour obtenir des résultats? Alors ça paraît assez évident qu'il faut impliquer les autres, puisque sinon, je vous rappelle que tout seul, vous allez plus vite, mais en groupe, vous allez plus loin. Et donc pour impliquer les autres, pour obtenir plus de résultats, sinon évidemment toutes les entreprises auraient qu'une personne, celle qui l'a créée ou les 2-3 qui l'ont créée. Donc l'intérêt d'être plus nombreux, c'est d'obtenir plus de résultats ou d'obtenir des résultats qu'on n'aurait pas pu faire, pas pu obtenir si on n'avait pas été en nombre. Et sans parler du fait qu'il y a des choses qui ne se font qu'à plusieurs. Voilà. Alors, la notion d'implication, juste pour être sûr que ça soit clair, impliqué ou concerné. La majorité des gens ne font pas bien la différence entre impliqué et concerné. Alors j'aime bien raconter cette petite histoire du cochon et de la poule. Alors c'est la poule qui vient voir le cochon un matin et qui lui dit « Waouh, j'ai un truc extraordinaire à te proposer, on va faire un petit déjeuner pour le patron. » Waouh, le cochon il est tout excité. « Ouais, génial, génial, génial. » Alors la poule, elle donne un œuf. Par contre, le cochon, il donne un steak. Alors le cochon, il est impliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et la poule, elle n'est que concernée. Donc rappelez-vous que impliquer, c'est donner de soi. Alors on n'est pas obligé de donner un steak, mais il faut savoir si à quel moment on s'implique vraiment ou on ne s'implique pas. Et donc pour obtenir de l'implication des autres, il faut oser mettre un processus efficace en place. Et ce processus peut être simplement de définir des objectifs, définir des objectifs communs, c'est-à-dire qu'on souhaite ensemble. Et donc on va vers quelque chose qu'on appellerait de la coopération. On a un quoi commun et on va vers ce quoi commun. La collaboration, c'est plus un comment commun. Donc on a décidé de travailler ensemble pour arriver à cet objectif, à ce quoi. Mais le plus important là, c'est comment on va le faire. Donc il faut souvent intégrer le quoi et le comment, et ce n'est pas toujours fait. C'est une des raisons pour lesquelles, à long terme, ou même à moyen terme, les processus de coopération finissent par dysfonctionner parce qu'on retrouve les mêmes problèmes dans beaucoup de coopératives. C'est-à-dire qu'au début, on s'est alliés ensemble pour qu'on soit un groupe plus fort pour être capable de lutter sur les prix, sur les volumes, sur la qualité, avec des plus gros. Mais à l'intérieur du groupement, on va se retrouver les mêmes choses. Les plus gros vont tirer plus profit de la coopération que les plus petits. Ou alors, si c'est pas le cas, ils vont quitter la coopérative, et ainsi de suite. Donc, il manque quelque chose, un élément qui est souvent important, qui est la collaboration. Alors, je vous disais, important d'impliquer les autres pour obtenir des résultats. Donc, comment je crée un environnement de travail qui encourage la collaboration? Comment je crée un environnement de travail, en fait, qui me permet une participation qu'on va appeler active? Comment je fais pour que chacun soit actif? Donc ça peut inclure des réunions, bien évidemment, régulières, des échanges d'idées, des sessions de brainstorming, des délégations de tâches, claires et précises. Mais ça demande surtout du cœur, c'est-à-dire qu'en fait, on sache pourquoi on fait les choses, donc donner du sens, et remettre les gens dans ce pourquoi ils ont envie d'être là. Et souvent, de peur d'avoir une réponse qui ne serait pas positive, on ne pose pas la question. Il faut savoir pourquoi les gens aiment être impliqués, ce qu'ils veulent produire, ce qu'ils veulent faire. Puis il est important évidemment d'écouter leurs idées, d'écouter qu'ils puissent écouter les vôtres aussi, donc un échange d'opinions. Comment on intègre aussi ces idées, ces nouvelles actions dans un plan. Donc on ne fait pas que du participatif. Bien évidemment, quand vous faites du participatif, vous gardez la main, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez à la fin de la décision. Mais la participation a permis de créer un ensemble, et puis après, les choix, vous les faites, ou vous décidez d'un système consultatif, d'un comité qui va en fait prendre des décisions. Donc on développera là plus d'intelligence collective. Alors, je dirais que pour le point qui est le plus important après, pour finir, pour moi, c'est d'avoir un plan de feedback.
C'est régulièrement d'avoir un retour des gens de choses entre nous. Donc ce feedback, un retour d'expérience, mais aussi sur ce qu'on a vécu, pas seulement sur ce qu'on a fait. Et souvent les retours d'expérience ne parlent que de ce qui est fait. Alors qu'en fait, comment on l'a fait est aussi important pour la majorité des gens. Et donc des fois, il y a des gens qui vous disent, bah en fait, oui, on a gagné, mais plus jamais comme ça. Voilà. Et donc le coût était trop fort, le prix à payer. Donc il est intéressant de parler donc du point suivant qui est de créer des quick wins qui a pour fonction en fait de simplement mettre en œuvre rapidement une partie du plan et une partie de ce qu'on a décidé du projet et de rapidement avoir des petits résultats. Peu importe ce que c'est, mais en fait il faut découper ces objectifs ou ces actions avec des petites actions à l'intérieur qui permettent d'avoir le sentiment que ça marche, comme dans un coaching. C'est important que les premières séances permettent déjà de donner des améliorations sur certains sujets pour que la motivation reste là et que s'il y avait des doutes sur l'intérêt de la méthode de la personne qui m'accompagne comme de l'intérêt du projet, eh bien je vois que ça fonctionne. Et donc, on a besoin de se prouver. Alors, il y a des gens qui peuvent tenir longtemps, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir des résultats, surtout si la confiance n'est pas encore établie. Donc, l'intérêt de ces quick wins, de ces résultats rapides, c'est de montrer que la méthode marche, de montrer que ça fonctionne avec vous, de montrer qu'il y a un intérêt à poursuivre le chemin. Et petit à petit, si je fais attention à ces petits résultats et que je les félicite, que je ne perds pas de vue que bien évidemment on n'a pas du tout atteint l'objectif final, mais pour autant on peut obtenir des résultats comme ça. Et quels que soient les résultats, que ce soit des résultats personnels dans ma sphère privée, comme dans ma sphère professionnelle, et comme des résultats qui seraient pas liés à moi, donc pas personnels, mais liés à d'autres. Donc tout ça pour dire que à un moment donné, quand on croit fort en nous, on peut aussi y arriver. Croyez en vous et un jour viendra où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous. Alors, quand on parle de croyance en soi, on peut parler de destinée, mais aussi se rappeler qu'en fait le fond, c'est l'humilité. Rester connecté à la terre, rester connecté à ce que l'on est profondément, l'humus. Et ça nous permet d'être en contact avec voilà, quelque chose de simple et d'ancré et de centré, qui amène l'humilité et qui permet, qui est souvent la marque des grands champions, peu importe, ou des grands dirigeants aussi pour moi, c'est cette marque qui est l'humilité. Croire en son destin, c'est peut-être croire simplement que quelque chose de grand peut m'arriver, ou quelque chose d'autre peut m'arriver, ou quelque chose me guide. Peu importe si je fais référence à quelque chose comme, je sais pas, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, ou bien simplement de sentir qu'en moi il y a quelque chose qui me prédestine ou qui me destine à ça. Et dans cette quête de soi, eh bien, je pense que c'est intéressant régulièrement de se mettre dans on peut appeler un développement personnel, ce processus d'amélioration, mais on peut être simplement dans la quête de la connaissance de soi, y compris dans sa partie la plus difficile, sa part d'ombre. Et donc apprendre comment on fonctionne, si plus tôt on l'apprend et moins on se fait d'illusions sur soi, et plus on peut effectivement découvrir des autres zones de soi, des autres zones qui sont une zone plus large de ma zone de confort, dans laquelle je serai encore dans une forme de confort, mais bien plus loin de ma zone initiale. Donc la forme pour moi, c'est pas des cercles concentriques, c'est plutôt une étoile qui peut briller à toutes ses pointes et qui sont très loin du centre et qui font qu'en fait là, chaque fois, on a découvert une autre activité, un autre savoir-faire, un autre savoir-être, un autre lieu d'excellence. Et ça, en restant centré sur le centre, évidemment, on garde l'humilité. Et en osant regarder loin, on va vers sa destinée. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais vous dire sur ce sujet. Alors le sujet suivant, c'est de bien se connaître physiquement et mentalement pour réussir ces challenges. Ça paraît assez évident. Je parlais de bien se connaître. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que
l'introspection n'est pas quelque chose de très partagé. Depuis le temps que je l'enseigne, je vois bien que la majorité des gens ne sont pas si à l'aise que ça avec l'introspection, ayant peur qu'ils découvrent des choses que les autres verraient déjà, ayant peur de découvrir qui ils sont, peut-être d'être déçus, ou peut-être simplement que, comme nous le propose Nelson Mandela, d'oser vers la lumière, eh bien, ça peut faire peur. Je me suis perçu que la liberté, effectivement, et la lumière font peur. Donc, oser être vu, voilà, oser être entendu. C'est les deux notions fondamentales quand on fait de la prise de parole en public, quand on fait de la conférence. Oser être vu et entendu. Accepter de penser que si je suis là, maintenant, eh bien, c'est bien parce que j'ai accepté de vous parler, même si effectivement, pour certains, je dirais des choses qui ne sont pas entendables ou qui ne sont pas acceptables. Voilà, j'accepte ça. Et donc, de bien se connaître permet de savoir où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Et connaître ses limites pour les déplacer, pour les faire avancer, ou bien simplement pour les respecter quand je suis en difficulté. Une des choses fondamentales des 4 accords Toltec, c'est le dernier accord qui est toujours faire de son mieux. Et faire de son mieux n'a rien à voir avec la perfection, ça a à voir avec ma capacité d'aujourd'hui, là, dans l'instant présent à faire. Et peut-être que je vaux que 10%, mais je donne ces 10%. Peut-être que je vaux 60% de mon potentiel, et ben je donne 60%. Mais me faire croire qu'on peut donner 100% en permanence, ça, j'y crois pas. Parce que ça veut dire que vous êtes en sprint permanent et donc je ne sais pas quand est-ce que vous récupérez. J'y crois pas du tout. Et donc il faut juste accepter que si je me connais bien physiquement, bah, je sais justement quand l'acide lactique se produit dans mon corps et ce que ça produit. À quel moment je vais produire de l'endorphine si jamais je veux aller plus loin. Et donc c'est ça, bien se connaître. C'est connaître les capacités de mon corps et la capacité particulière, parce qu'on peut dire que certaines personnes vont ressentir une fatigue au bout de temps et d'autres non. D'autres vont être capables parce que mentalement ils sont capables de dépasser ces épreuves, comme dans un marathon où globalement il y a un mur aux 30 km, mais il y a des gens qui le ressentent bien avant, qui vont jamais atteindre ce mur-là. Voilà, donc chacun de nous, on n'a pas les mêmes capacités, mais par contre, on a un champ infini devant nous, dans lequel on peut défricher tous les jours pour repousser ses limites. Et ce que j'ai appris de la vie, c'est ça, c'est qu'en fait, souvent c'est parce qu'on a arrêté de croire ou d'espérer qu'on n'y arrive pas. Et donc il est nécessaire c'est tout le paradoxe de l'approche scientifique, c'est qu'à la fois on doit être hors des croyances, mais ce sont les schémas de croyances qui me permettent d'envisager une hypothèse. Et de me dire, tiens, j'ai envie de travailler là-dessus parce que je crois que, je sais pas, j'ai une sorte d'intuition que quelque chose de formidable peut exister dans cette recherche-là. Et je trouve que c'est toujours assez intéressant que d'oser se dépasser pour aller expérimenter quelque chose de soi. Et en ce sens-là, rester dans ma zone de confort ne me permet pas. Pour autant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être en permanence en dehors de sa zone de confort. Je sais que la vie déjà nous propose tellement de moments dont nous n'avons pas vraiment espéré les vivre, mais voilà, des ruptures, des morts, des difficultés, des deuils, des colères, des trahisons, des injustices, enfin la liste pourrait être très longue, dont nous n'avons pas rêvé de vivre en général. Eh bien, pour autant, nous allons les vivre. Donc, ils vont nous mettre dans des zones à l'extérieur de ma zone de confort. Mais pour autant, je devrais peut-être encore la pousser pour dépasser cette difficulté, dépasser ce moment. Et donc, il est nécessaire de bien se connaître physiquement et mentalement pour réussir ces challenges ou pour les dépasser. Il y a plein de méthodes pour ça. Je dirais qu'il y a plein de méthodes de test, mais il y a aussi plein de méthodes de tests physiques, physiologiques, pour vous permettre de mieux vous connaître. J'aime bien l'action type pour le physique et qui m'aide aussi mentalement. Mais j'aime aussi plein de techniques mentales qui permettent d'amener plus loin. Et à ce moment-là, il n'y a pas une technique, c'est en fonction de votre difficulté et en fonction de qui vous êtes, on va aménager un parcours mental particulier pour aller au-delà de ce que vous faites actuellement.
Mais pour beaucoup, ce serait simplement de calmer l'intérieur. Calmer l'intérieur, qui est souvent... alors, si on est un type de pensée, c'est calmer les pensées. Si on est un type de cœur, c'est calmer mes sentiments. Si on est un type de ventre, c'est calmer ma rage. Calmer cette impatience forte qui naît à chaque fois. Et quand j'arrive à calmer cet intérieur, je suis en contact avec mon potentiel. Même si après, je peux remettre de l'excitation, en fait. On va appeler ça de l'enthousiasme, par la joie. Et on va remettre l'essence, remettre ce qui est essentiel pour moi, ce qui est essentiel pour vous. Et ça m'amène en fait au point suivant qui est oser rêver plus grand que soi, oser impacter. Et pour ça, souvent, c'est garder un haut niveau d'exigence. Je donne souvent comme image que dans le sport, on passe les barres par-dessus. Voilà, j'ai jamais vu un 110 mètres haie où les gens passaient sous les haies. Ça n'a pas de sens. J'ai pas vu non plus des gens sauter en hauteur et passer dessous. Enfin, je faisais ça à l'école pour faire rire mes copains, mais sinon, ça n'a pas de sens. C'est comme, et donc si on parle d'un haut niveau d'exigence, l'image de la perche, du saut à la perche, pour moi est la meilleure image. C'est vraiment déjà courir avec une perche, c'est compliqué si vous avez déjà essayé. En tout cas, moi j'ai essayé, j'ai trouvé ça waouh, impressionnant. Après, planter l'affaire et tordre la perche pour se relever et quand je suis arrivé en haut, me remettre dans l'autre sens, waouh, c'est je trouve ça absolument extraordinaire. Chaque fois que je regarde ça, je suis plus qu'épaté. Il faut avoir une compréhension de son corps, une capacité de vitesse, un courage aussi, parce que honnêtement, quand on se retrouve à ces hauteurs-là, on n'est pas sûr de retomber sur le tapis. Eh bien, en fait, on peut avoir des peurs. Et donc, je trouve que, voilà, oser rêver grand. Oser rêver grand, c'est simplement se rappeler que la majorité des rêves, quand ils sont petits, eh bien ne vous permettront pas d'aller loin, mais en plus de ça, ne permettront pas à d'autres de vous rejoindre. On se retrouve dans un kayak où on est tout seul à pagayer. Et évidemment, on peut aller plus vite, on va où on veut, mais en fait, je pense que cette aventure sera un peu triste. Parce qu'au fond, on fera que ce qu'on est déjà capable de faire. On va pas découvrir grand-chose tout seul. Même si des fois, c'est possible. Bien sûr que c'est possible, ça dépend de votre caractère, mais vous allez avoir un caractère très trempé pour aller très loin. Sinon, la grande majorité des cas, et en fait, vous emmenez plus de gens, pas besoin d'avoir un paquebot ou un porte-avions, d'accord, mais on peut, avec un bateau plus grand, emmener plus de gens. Et en emmenant plus de gens, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui voudront pas aller exactement où vous voulez, bien sûr, mais par contre, ils ont une capacité à ramer si on rame, à mettre en œuvre des idées, en tout cas, à trouver des solutions pour aller plus vite vers eux où ils veulent aller, ou plus fort pour y aller autrement. Et donc, on va augmenter aussi la qualité, les trois grands axes, qui sont le temps, le volume et la qualité. Et donc, c'est à la fois vos facteurs de stress et vos facteurs de réussite. C'est ce qui vous stimule ou ce qui vous empêche. Et ces trois facteurs, bien en fait, ils vont être stimulés par d'autres personnes. Et donc, quand j'ose rêver plus grand, je permets à chacun de pouvoir mettre son propre stimuli et qui va me permettre, moi, peut-être de progresser. Donc, j'ai de temps en temps des gens qui m'ont aidé, qui sont pas restés indéfiniment avec moi, mais qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, m'ont aidé à aller vers un but qu'on avait en commun. Après, il y avait peut-être une fourche dans laquelle ils voulaient aller à droite et moi, je voulais aller à gauche, ou peu importe. Mais en tout cas, on n'allait plus ensemble. Eh bien, il faut accepter sans débarquer les gens, sans les jeter à la mer, et leur permettre de continuer leur route. Voilà. Et puis peut-être que voilà, c'était des fusées, des stars plus que vous, ou peut-être vous l'êtes plus qu'eux, peu importe, à un moment ou à un autre. Nos routes peuvent s'écarter, c'est pas grave. On a fait un bout de chemin ensemble et on a appris les uns des autres. Voilà ce que rêver plus grand m'a appris. Et surtout, il y a des retours qui sont phénoménaux. J'ai appris ça, j'ai vécu ça avec d'autres, ou j'ai permis à d'autres de le vivre. Et donc, ça impacte votre vie, ça impacte la vie des autres. Ça permet de créer des choses que vous n'auriez pas pensé possibles. La grande majorité des gens me disent « Mais tu as vécu combien de vies, Hervé ?» En fait, simplement, j'ai eu la chance de participer à des grands projets
où j'ai eu la chance d'oser mettre des projets en route et pas tout seul. Et donc, des fois, j'aurais pas accompli la chose si quelqu'un n'était pas venu me rechercher pour me dire, alors, on avance. Bien sûr, t'en avances. Mais quand on met plein de choses en œuvre, des fois, on a un peu de mal à avancer tout de front, même si on est moi, c'est ma nature de pouvoir faire plein de choses en même temps. Alors, en même temps, peut-être pas en même temps exactement, parce que je crois pas qu'on fait bien deux choses en même temps. Mais en tout cas, d'avancer régulièrement plusieurs choses dans le temps. Voilà. Pour qu'elles maturent, pour qu'elles avancent, pour qu'elles réfléchissent et pour qu'elles se nourrissent les uns les autres, les unes les autres. Il y a des gens qui préfèrent faire une seule chose à la fois, du genre devenir un expert de quelque chose. Voilà, il n'y a pas de mauvaise méthode, il y a juste qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et les deux derniers points que je voulais aborder, bien évidemment, c'était la compassion qui permet d'espérer le meilleur de l'autre. Alors, c'est quoi la compassion ? Alors, la compassion, pour moi, ce n'est pas de la pitié. J'entends souvent ça, que c'est d'avoir de la pitié pour les autres. En fait, pas du tout. La pitié, c'est justement, ça coupe de l'amour. La pitié, ça me permet de donner de l'argent à des gens dans la rue, mais sans que j'ai envie de m'en occuper derrière. La compassion, c'est aller avec. Donc, c'est souffrir avec. Et donc, c'est accepter d'être impacté par l'autre. Donc, dans le processus de l'empathie, je viens ressentir, mais je ne mets pas mis de sympathie. Dans la compassion, il y a de l'amour. Donc, je souffre avec. Et donc, augmenter la compassion pour la situation, pour les gens, ça permet de mettre quelque chose qui est fondamental dans la relation, c'est le cœur. Et donc, dans beaucoup d'endroits, en fait, on a perdu cette notion de compassion. C'est pour ça que la notion de fraternité qui nous est chère, nous Français, ça nous pose régulièrement des problèmes, que ça manque de fraternité, de sororité. Oser espérer le meilleur. Voilà, si on est dans la compassion, on ose le meilleur de l'autre et non pas le pire. C'est-à-dire que c'est pas ma tête qui réfléchit au scénario et qui fait des hypothèses sur la pire des situations, et donc qui va engendrer de la peur. La compassion, c'est ce qui m'autorise à voir l'enfant en l'autre et le voir en difficulté et pouvoir l'aider. Et dans la vie, moi, ça a souvent été une manière de fonctionner. Des fois, je dirais que les adultes, si vous m'autorisez le terme, peuvent m'emmerder. Par contre, les enfants, c'est rare que je n'ai pas de compassion. Surtout si je vois l'enfant en difficulté. Et donc, si je vois cet enfant en difficulté, je peux me permettre d'aller l'aider, d'aller oser avancer ensemble, ou de voir le besoin profond qui n'est pas encore exprimé, mais qui devrait être exprimé. L'enfant n'est pas toujours capable de le faire, l'adulte non plus d'ailleurs. Et ça permet en fait d'avancer ensemble. Voilà. Donc pour moi, la compassion, c'est un moyen fort pour vivre ensemble, pour rester ensemble. On parlait tout à l'heure de collaboration. Et bien dans la collaboration, il va être nécessaire par moment d'avoir de la compassion. Alors trouver sa place, son rôle, sa meilleure fonction pour le groupe, ça prend du temps. Comment on fait pour trouver sa place ? Eh bien en fait, on commence par essayer d'apprendre qui on est. Deuxième chose, après, on prend le temps de se tester, d'obtenir du retour des autres, du feedback, pour savoir qui on est. Parce que souvent, on se définit par soi-même, alors qu'en fait, on est en permanence en train de s'ajuster par rapport aux autres. Donc, tant qu'à faire, autant savoir ce qu'ils pensent. Alors, n'allez pas voir les gens qui ont un avis qui change toutes les 5 minutes, ou qui sont là pour vous critiquer. Non, apprenez de gens qui peuvent vous apprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez aussi bien quand vous êtes en difficulté que quand vous réussissez. Et donc, qui vous apprennent quelque chose sur vous. Donc, apprendre, c'est aussi dans quel état ils vous le disent. Parce que s'ils vous le disent comme des critiques, en général, vous écoutez pas. Même si peut-être qu'ils vous disent des choses justes. Et donc, trouver sa place, c'est apprendre de soi. Et ensuite, c'est oser faire appel à son instinct et son intuition. Son instinct pour savoir ce qui est dangereux et ce qui n'est pas juste. Mais aussi pour savoir, au fond, ce à quoi je suis fait. Et mon intuition, c'est tout ce que mon cerveau m'a appris, tout ce que mes sens ont développé depuis ma naissance, et m'ont permis jusqu'à aujourd'hui
à expérimenter et avoir une forme de base de données de mes expériences, et qui rapidement, mon cerveau me dit que ça c'est juste pour moi, ça ne l'est pas. Et vous pouvez le sentir évidemment avec le nez, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a du flair ou du blair. Et puis on peut au contraire voir les choses, et c'est quand on les voit que ça, il y a autre chose qui naît. Mais ça peut être aussi une correspondance de plusieurs sens, je sais pas, du ressenti et des choses que je vois. Okay, donc, mais utilisez vos 5 sens à la quintessence, hein, c'est de ce qu'on est. C'est ça qui nous permet de trouver notre place. Et souvent, c'est parce qu'on prend pas le temps de s'écouter, de s'ancrer, de se centrer et de s'aligner. C'est 3 choses différentes. Et donc, c'est 3 choses qui sont fondamentales pour trouver sa place ou trouver son rôle. Oser s'ancrer, être vraiment à la terre. Sinon, les idées partent vite en l'air. On est paradoxalement, moi qui travaille souvent avec des animaux, donc je dis souvent que c'est eux les terriens, parce qu'ils ont 4 pattes au sol, voilà. Et nous, on avec nos 2 pattes, on a plutôt la tête en l'air, et on se rêve oiseau. Et en conséquence, on n'est pas assez ancré, et nos décisions sont rarement, pas assez, je vais dire simplement, justes. Et donc, ensuite d'être centré, c'est à l'intérieur de soi, de ressentir où est mon centre, et est-ce que mon centre de gravité est bas, ce qui devrait être le cas, puisqu'il est sous le nombril, 2 doigts à l'intérieur, 2 doigts en dessous du nombril, 3 doigts à l'intérieur. Voilà, à peu près ce qu'on appelle le tantien, le chi, ils viennent de là, de cette énergie profonde. Et si je prends conscience que ça, il faut que ça soit calme, mon volcan doit être calme à l'intérieur, et bien et puis quand je le ferai justement partir, il y aura beaucoup de puissance. C'est l'énergie créative, c'est l'énergie sexuelle notamment. Et donc, si je suis bien centré, ça me permettra de fonctionner. Et puis, si je suis bien aligné, ça veut dire que mes idées, c'est pas mes idées qui ont décidé au départ, c'est bien l'ancrage, puis le centrage, et après une relation dans le cœur. Et ensuite, les idées qui vont venir vont être naturellement alignées. J'aurai pas à aligner mes idées. Sinon, j'essaye de faire correspondre mes valeurs à mon travail, alors qu'en fait, mon travail devrait correspondre à mes valeurs. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et puis un petit conte, qui est pas si petit que ça d'ailleurs, Les Rejetons de Lombu. Alors je vous propose de reprendre le contrôle de votre esprit. Voici un conte, alors que j'aime particulièrement, qui s'appelle Les Rejetons de Lombu. Lombu, c'est un arbre somptueux, magnifique, qui est emblématique de l'Argentine. Alors cet ombu, il se trouve au centre d'une place d'un petit village. Je vous parle ici d'un tout petit village. Il figure même pas sur les cartes. C'est plutôt un hameau. Et cet ombu, superbe, il était presque centenaire. Et il couvrait toute la place du village. Et tous les habitants du village, les quelques dizaines qui habitaient là, aimaient venir sur cette place pour se reposer sous l'arbre. Évidemment, les restaurants, les cafés. Il y avait un restaurant et un café, pour être plus précis. Et aussi, il y avait des bancs. Ils étaient positionnés autour de l'arbre, comme s'il avait poussé avec. Et les gens venaient là, au fil des saisons, se raconter leurs histoires d'amour, de fraternité, leurs histoires drôles, et peut-être parfois d'autres histoires moins drôles. Tout était paisible dans ce village, et pourtant un jour, quelque chose de particulier se produisit. Ce jour-là, le garde champêtre annonça une nouvelle. Il était arrivé quelque chose au vieil ombu. Ses feuilles avaient jauni, son écorce se mettait à craqueler. L'ombu était malade. Ah, c'était définitif. Et la conjoncture était telle qu'il allait mourir. En même temps, on voyait des rejetons apparaître. Qu'est-ce qu'il fallait en penser ? Alors ce soir-là, sur la place du village, chacun commençait évidemment à discuter de ce qu'il fallait faire. Celui-ci pensait qu'il fallait supprimer les rejetons pour permettre à l'ombu de se revivifier. Et celui-là qu'il fallait supprimer simplement l'ombu pour permettre aux rejetons de naître. 2 clans se créèrent donc rapidement. Les défenseurs des rejetons et les défenseurs de l'ombu. Et au fil de la soirée, la discussion s'envenima. Heureusement, la nuit finit par tomber et calma les esprits. Mais en réalité, chacun, ou plutôt chaque clan, partit de son côté pour préparer sa défense et son attaque. Les défenseurs de l'ombu, comme ils se dénommaient maintenant, expliquèrent que la seule solution était de supprimer les rejetons. Ils étaient des parasites et affaiblissaient l'arbre. Et c'est pour cela qu'ils étaient en danger, l'ombu. Il fallait donc les éliminer. Pour les autres,
les défenseurs des jeunes pousses, il fallait abattre le vieil arbre. C'était certain, c'était sa fin de vie et il fallait juste admettre qu'il mourrait. Il fallait donc maintenant simplement protéger ceux qui naissaient. Les discussions et les disputes s'en suivirent jusqu'au lendemain matin. Les nuits suivantes, on arriva jusqu'aux insultes. La police, qui venait du comté d'à côté, dut les séparer. Mais quand je dis la police, c'était plutôt le policier, car il n'y en avait qu'un dans le village. Il avait fait appel à ses amis, mais en fait, il était tout seul en général. Alors il avait fort à faire. Chaque groupe décida de s'enquérir lors d'une tactique pour protéger ou attaquer l'autre. Certains commencèrent à armer de sécateurs, de pelles et de pioches à s'attaquer au rejet, tandis que les autres partirent chercher une tronçonneuse pour abattre l'arbre. Waouh! Cela devenait délirant. Chacun s'approchait de l'arbre avec l'envie d'étriper l'autre ou de l'empaler. Les défenseurs de la vie, comme ils s'appelaient, contre les défenseurs de l'ombu, comme ils se dénommaient. Après plusieurs nuits de manifestations, de bagarres, on pouvait maintenant compter 6 personnes à l'hôpital avec des blessures. C'est lors que le garde champêtre alla chercher le vieux. Le vieux, c'était un personnage. Il avait créé le village. Enfin, c'est ce qu'on lui attribuait. Il avait sûrement planté l'ombu. Lui devait savoir ce qu'il fallait faire. Le vieux agréa avec le garde champêtre qu'il viendrait le lendemain au village. Cela fut annoncé à tous. Le vieux centenaire avait fondé le village, effectivement. Il avait dessiné les rues, attribué les terrains. Pour tous, il était beaucoup plus que le chef du village, il en était devenu le créateur. Tout le monde respectait sa parole. Chacun voulait, ou voulut, aider le vieux à avancer. Mais il les repoussa d'une main encore alerte. Il monta sur l'estrade et leur cria « Imbéciles ! Imbéciles ! Vous vous prétendez les défenseurs de l'ombu ? Défenseurs de la vie ? Défenseurs de quoi ? Vous n'êtes capable de rien du tout, vous n'êtes pas capable de défendre quoi que ce soit. Votre seule intention est de détruire, de tuer. Vous ne vous rendez pas compte de votre erreur et vous êtes prêt à tout faire même si vous vous trompez. L'ombu n'est pas une pierre, c'est un être vivant et en tant que tel, il a un cycle de vie, oui. Et ce cycle implique qu'il donne vie à d'autres rejetons, à d'autres parties de lui-même. Mais pour autant, ces rejets idiots que vous êtes ne sont que des rejets. C'est pourquoi il ne pourrait vivre sans l'ombu, même si celui-ci était malade. Si l'ombu mourait, alors ces rejetons mourraient avec lui. Préparez-vous, défenseurs de la vie, entraînez-vous et armez-vous, bientôt viendra l'heure de mettre le feu à la maison de vos parents et avec eux à l'intérieur. Bientôt vous vieillirez et vous deviendrez vous-même gênant sur ce chemin. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et à vous, défenseurs de l'ombu, préparez-vous aussi, exercez-vous avec les rejets. Vous devez être prêts à écraser et à tuer vos enfants lorsque ceux-ci voudront vous remplacer ou vous dépasser. Et vous vous prétendez des défenseurs, alors que ce que vous faites, c'est détruire. Vous ne vous rendez pas compte qu'en détruisant, vous détruirez aussi inexorablement tout ce que vous avez voulu défendre, tout ce que vous avez voulu créer et qui existe. Alors je vous le demande, je vous le redis, réfléchissez bien, il ne vous reste que peu de temps. Ayant dit cela, il descendit de l'estrade où il était monté et il repartit vers sa maison. Jamais on ne le revit. Alors moi, ce conte, ça me fait penser en fait à une citation qui m'avait marqué quand j'étais adolescent. J'adorais l'histoire et j'ai beaucoup passé de temps à lire des récits sur la Révolution française notamment. Et je me souviens de cette phrase de Saint-Just qui disait « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Je trouvais cette phrase superbe. Mais cette idéologie est une idéologie de tyran que l'on peut voir aujourd'hui dans toutes nos sociétés. Faites très attention à vos idéologies, à vos dogmes, ils finissent par vous gouverner. Alors à bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel.
Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.